Bienvenue dans On Cause, le podcast qui écoute les galères et les rebonds face au cancer. Dans cet épisode, découvrez les témoignages sincères et les parcours de vie de jeunes adultes touchés par la maladie, accompagnés d'un intervenant professionnel. Le tout sans tabou. Ce podcast vous est proposé par le Comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer. Retrouvez en description tous les liens utiles sur les dispositifs et accompagnements abordés dans l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Cause. Je suis Amélie, l'animatrice du podcast. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'alimentation pendant et après un cancer. Les traitements peuvent provoquer de forts effets secondaires, fatigue, nausées ou encore modification des papilles gustatives. Des effets secondaires qui perturbent l'alimentation alors que justement le corps a besoin d'énergie. Donc pour aborder ce sujet, je suis accompagnée de deux jeunes adultes. Tout d'abord Gina, âgée de 34 ans. Bonjour Gina. Bonjour. Bienvenue à toi. Merci. Mais également de Yuri, âgé de 25 ans. Bonjour Yuri. Bonjour Amélie. Bienvenue. À mes côtés également, Isabelle Jecker, diététicienne. Bonjour Isabelle. Bonjour Amélie. Bienvenue à tous les trois. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez, Yuri et Gina, nous rappeler rapidement votre parcours? Donc Yuri, est-ce que tu peux commencer s'il te plaît? Alors moi j'ai eu un ostéosarcome sur le tibia gauche, donc une tumeur osseuse à l'âge de 14 ans. Et c'est une pathologie qui a nécessité 10 à 11 mois de chimiothérapie avec une chirurgie au milieu. Et dans ton cas, Gina? Et alors moi, à l'âge de 33 ans, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du côlon avec une volumineuse métastase au foie. Donc j'ai eu plusieurs cycles de chimiothérapie, j'en ai eu 13 en tout et j'ai eu une opération aussi au bout de la 9e chimiothérapie, après la 9e chimiothérapie, une grande opération. Donc quand on entend cancer du côlon, on imagine tout de suite que le régime alimentaire est perturbé, mais est-ce que dans ton cas, est-ce qu'il était déjà perturbé dès les premiers symptômes? Oui, tout à fait. Dès les premiers symptômes, en fait, je me suis dit peut-être que, les médecins ont pensé que du coup j'étais peut-être intolérante au gluten ou aux différents lactoses. En fait, tout simplement parce que je n'arrivais plus à les digérer. Donc, lors de ma première consultation chez le gastro-entérologue, lorsque j'avais vu du sang dans mes selles, il m'avait dit c'est à vous maintenant de voir ce que vous pouvez garder ou éliminer de votre alimentation pour essayer d'avoir du coup le moins de douleur possible et d'avoir le moins mal au ventre en fait. Parce que moi j'avais particulièrement toujours mal au ventre et du coup c'est ce que j'ai fait. Donc petit à petit j'ai éliminé les produits laitiers, après j'ai éliminé la viande et j'ai enfin éliminé le gluten et au final en poussant après les examens, on m'a diagnostiqué un cancer du côlon. Donc concrètement, qu'est-ce que tu pouvais manger à ce moment-là? À ce moment-là, en fait, les seules choses qui passaient, c'était le riz, les pâtes, le poisson, c'était tout. Oui, parce qu'Isabelle, les exclusions alimentaires, c'est un gros sujet. Oui, j'allais dire, ça m'interpelle parce que c'est le grand souci. Parce que comme tu étais jeune, en fait, le diagnostic est venu tard et d'abord on pense à exclure. Le problème, c'est que les exclusions alimentaires, c'est vraiment un souci. D'ailleurs, j'en profite pour dire, même aux personnes non atteintes, attention quand vous excluez des choses de votre alimentation parce que c'est très à la mode chez les jeunes de se décréter intolérant au lactose ou se décréter intolérant au gluten. Et t'as bien vu, toi, plus on retire des familles d'aliments, moins on peut manger de choses. Et par contre, ton corps, juste féculents, légumes, ça c'est quelque chose qui suffisait pas. Donc c'est un vrai souci parce que c'est un moment où le corps a besoin de choses pour lutter. Et en fait, on en retire de plus en plus. Et c'est le vrai drame de cette histoire. Ouais, donc attention aux exclusions. Dans ton cas, elles n'étaient pas autodiagnostiquées, mais j'en profite pour dire attention aux autodiagnostics. Est-ce qu'il y a eu un épisode, une réaction que tu as faite qui t'a profondément marqué? Oui, tout à fait. En fait, c'était du coup... donc c'était l'hiver et moi elle voulait me faire plaisir, elle m'a dit je vais t'amener, on va aller du coup boire un chocolat chaud et en fait je me suis dit j'avais déjà commencé à enlever les laitages par exemple à base de vache ou de chèvre, je me suis dit je vais commencer par uniquement prendre des laits végétaux et du coup j'avais commandé un chocolat chaud à base de lait d'amande et en fait 2 heures après je suis rentrée à la maison et j'étais au plus mal en fait. Je vomissais, j'avais la diarrhée, j'avais énormément de troubles intestinaux, de crampes. J'étais en train de faire une crise.
En fait, tout le monde pense toujours que les laits végétaux, c'est très sain, mais c'est loin d'être toujours le cas. Parce que d'abord, ce ne sont pas des laits, hein, donc on est dans une toute autre catégorie d'aliments. Théoriquement, ce sont des jus. Et puis surtout, personne ne regarde jamais la composition. J'ai vu ça avec mes patients. Mais en fait, moi, j'en ai vu, alors d'abord les additifs qu'ils mettent dedans, les gommes éventuellement, mais j'en ai vu avec jusqu'à 10% d'huile de tournesol, ce qui est quand même énorme. Et en plus, qui est une huile qu'on ne devrait pas consommer au quotidien. Donc, si vous consommez des laits végétaux, ou des jus végétaux, regardez la composition et essayez d'en prendre le mieux possible. En fait, ça peut se finir par être très gras, jusqu'à 10% de gras. Donc, Ce qui explique peut-être la crise. Mais donc, comme tu l'as dit, les examens révèlent que ce ne sont pas des intolérances alimentaires, mais bien un cancer. Donc là, la chimiothérapie arrive. Et comment ça se passe pour toi ? Au tout début, en fait, j'ai dû faire une coloscopie en urgence. Et du coup, ça s'est révélé qu'il y a eu un risque d'occlusion. Et donc... le risque d'occlusion veut dire en fait que je dois seulement avoir un régime sans résidus. Ce qui veut dire donc du coup donc manger des pommes de terre, des pâtes, du riz, de la viande, du poisson, mais aucune fibre, donc c'est-à-dire pas de légumes, pas de fruits, pas de tout ce qui est graines, oléagineux, tout ça. Voilà, donc j'avais vraiment un régime très strict. Sinon, en fait, si je ne respectais pas ce régime, en fait, j'allais avoir une opération supplémentaire et du coup, une opération du côlon supplémentaire. Les régimes sans résidus, si je peux en dire un mot, je suis vraiment navrée pour toi parce qu'il n'y a pas pire. En plus, on a quand même un microbiote intestinal dont on a tous entendu parler en ce moment, et lui, il mange des fibres, donc on le nourrit pas pendant cette période-là. C'est un des gros soucis de ce genre de régime. Et oui, c'est un peu l'enfer à suivre. C'est là qu'on réalise combien finalement les fruits et les légumes, c'est quand même quelque chose qui est super important de manger. Oui. Et Yuri, dans ton cas, ce sont donc les effets secondaires qui ont impacté ton alimentation. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors pour moi, c'était vraiment très très compliqué. C'est-à-dire que avant la chimio, j'avais aucun trouble alimentaire. Par contre, dès la première chimio, et j'en ai eu une trentaine ou une quarantaine, il me semble, j'ai commencé à avoir des effets secondaires assez conséquents, avec des nausées très très fortes et des vomissements. Je pouvais vomir entre 50 et 80 fois par jour. Donc je vous laisse imaginer l'état de l'œsophage. Donc à peu près tout ce que j'avalais me faisait extrêmement mal. Et dès que j'avalais quelque chose, ça restait une quinzaine de minutes dans l'estomac. Donc pour moi, c'était très compliqué. J'ai eu une période de 6 mois à peu près où j'ai pas pu manger d'aliments solides. Et donc j'avais des régimes très particuliers qui ont été mis en place avec la diététicienne du service, oui. Excuse-moi. Et donc il me fallait un truc pas trop compliqué à avaler, et que quand je recrache, qui ne me crée pas trop de lésions. Et du coup, le truc le plus simple qu'on avait trouvé, c'était le yop. Okay. J'arrivais à avaler que du yop. Donc, c'est les yaourts à boire. Les yaourts à boire, exactement. Et donc, ça m'apportait un peu de sucre. Et donc, j'avais vraiment mon plateau spécifique qui arrivait avec uniquement des bouteilles de yop dessus. Okay. Parce que je pouvais rien avaler. Et en plus de ça, sous chimio, on a un odorat beaucoup plus vif, beaucoup plus développé. C'est-à-dire que quand donc, je sais pas, les plats étaient servis aux alentours de midi 15 dans le service. Dès que les plats arrivaient dans le service, donc vers 11h45, dès que les plats étaient à la porte d'entrée, on sentait cette odeur. Et là, les nausées s'amplifiaient encore plus. Donc dès qu'on avait des aliments devant nous, il y avait très peu de chances pour qu'on puisse les avaler. Enfin, pour moi, en tout cas. Donc, ouais, une période très compliquée. J'ai perdu en 3-4 mois plus de 25 kilos. Mais on se force à avaler ce qu'on peut. On se force à avaler le maximum de choses parce que on a une grande crainte quand on est sous chimio, une grande menace, si je peux dire, c'est la sonde gastrique. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si le patient n'arrive pas à se nourrir, on va être obligé de lui mettre une sonde gastrique pour lui apporter directement des nutriments parce qu'on n'arrive pas à tout faire passer par la perfusion. Et ça, tu ne voulais pas?
Et ça, pour nous, c'est le cauchemar, hein, vraiment. Donc, on se forçait à essayer de faire tenir le maximum de choses sur l'estomac. Donc, on se battait pour y arriver, quoi. Et est-ce que tu as reçu des compléments au niveau des nutriments? C'est ça. Donc, on a vraiment essayé tout un panel d'aliments. Donc, en plus de ça, on a les papilles gustatives qui sont totalement modifiées sous chimiothérapie. Hein. Donc, les goûts sont plus, enfin, c'est n'importe quoi. C'est un feu d'artifice dans la bouche. On sent plus les goûts. On sait plus ce que c'est. L'eau a un goût qui n'a rien à voir avec de l'eau. Vraiment, c'est assez particulier. Et donc du coup j'avais essayé donc à l'époque c'était pas très répandu il me semble, mais du coup c'est une sorte de complément alimentaire et donc c'était des toutes petites bouteilles avec un gros cocktail, donc je sais pas, il y avait plein de trucs dedans, des minéraux, des vitamines et ça c'était catastrophique, hein. Vraiment j'avais essayé, déjà le goût était infect. Donc j'ai regoûté post-chimio, c'est vraiment infect, hein. Là c'était pas dû aux troubles de mes papilles. Mais du coup, vu qu'on a encore plus de sensations au niveau de la bouche, moi je me souviens que j'avalais des boissons, j'avais l'impression de boire du métal. Okay. Je sentais le fer directement en bouche. Donc ça a peut-être aidé, mais comme dit, c'est des boissons que t'avales et qui ressortent au bout de 5 minutes, quoi. Donc, et encore 5 minutes, c'est si t'as de la chance. donc ça a pas vraiment marché. Ça n'a pas vraiment marché, ce genre de choses. Je peux peut-être dire un mot juste sur les compléments nutritionnels, parce oui, ils ont fait pas mal de progrès depuis quand même. Ah bah moi, ça date d'il y a plus de 10 ans. Hein. Ouais, c'est des compléments nutritionnels oraux, en fait, dans lesquels en général il y a surtout des protéines ou de l'énergie, pour des calories en fait. Et je le dis juste, il y a d'autres personnes concernées. Il y a un très grand panel, et surtout ce qui a changé, c'est que les pharmaciens sont obligés de donner des échantillons pour goûter. C'est légalement. Donc, si vous êtes concerné, allez à la pharmacie, demandez-leur des échantillons, parce qu'il y a des jus, des crèmes, des gâteaux. Enfin, il y a toutes sortes de... Après, il y a différents labos, différents goûts. Alors, je suis assez d'accord, hein, pour en avoir goûté beaucoup. C'est compliqué de se nourrir avec ça. Mais j'ai quelques patients, moi, qui en supportent certains très bien. Et qui en consomment régulièrement. Donc je dirais, et juste sur les IOP, c'est pas, vu par une diète, c'est pas si étonnant, parce qu'en fait, à la Ligue, beaucoup de patients sous chimio, les produits laitiers, ça passe bien. C'est pour ça qu'on fait souvent des recettes à base de riz au lait, aux fruits rouges, enfin des choses fraîches, parce que comme tu dis, alors d'abord, je veux aussi un peu rassurer les auditeurs, tout le monde n'a pas tous les effets secondaires. C'est-à-dire que moi, j'ai des patients sous chimio qui n'ont pas de nausées ou qui ont gardé le goût. Mais oui, tous les effets secondaires existent, y compris le goût métallique dans la bouche. Hein. Là, il y a un truc de diète, c'est il faut mettre du fromage avec de la viande. Enfin, c'est un truc de fou, mais ça casse le goût de métal. Et en fait, on a des trucs pour les différents effets secondaires qu'on peut essayer de conseiller. Il y a toujours des choses qu'on peut faire. Et juste, je le dis pour les nausées, qui est le plus courant, le gingembre, par exemple, ça marche très bien. Donc, s'il y a des gens concernés, des bonbons au gingembre ou la boisson de Jimber, ou ça aide à lutter contre les nausées, ou de mettre du gingembre dans les plats. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mon compagnon, il me faisait des jus de gingembre et c'est vrai que c'était en chimiothérapie, j'en ramenais un petit peu et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé pour faire passer les nausées. Moi, c'est vrai que j'ai seulement eu des nausées à la fin de ma chimiothérapie, on va dire à peu près entre le 10e et le 13e cycle. Et donc du coup, je te rejoins aussi sur au niveau des goûts. Les goûts changent. Et moi, un jour, j'ai bu une tisane et en fait, j'avais l'impression qu'elle était hyper épicée, que mon compagnon avait peut-être mal lavé la tasse ou il restait peut-être un peu de piment à l'intérieur, mais en tout cas, elle était hyper épicée. Et non, c'était seulement une tisane de la verveine, donc voilà, pas du tout épicée. Mais ouais, moi, j'avais parfois des goûts qui pouvaient varier. L'odorat, c'est vrai, est beaucoup amplifié et parfois, moi, j'avais l'impression d'avoir un goût de brûlé aussi, ça m'arrivait. La chimiothérapie, quand elle diffusait, j'avais énormément de salive en fait qui arrivait dans ma bouche et c'est ça en fait qui me donnait petit à petit des nausées. Lorsque j'étais à l'hôpital, j'allais toujours les lundis, donc tous les 14 jours. Et c'est vrai que j'avais toujours le même repas qui était servi, donc je pouvais manger de la purée, du jambon, des œufs et puis un petit biscuit à la fin, mais en général
je mangeais pas juste l'odeur ou enfin voilà, parfois je mangeais juste un tout petit peu parce qu'on me disait toujours que à l'hôpital que c'est mieux d'arriver quand même en chimiothérapie avec le ventre un petit peu plein que du coup ne rien avoir du tout dans le ventre. Alors parfois j'arrivais à manger un petit biscuit, un petit quelque chose avant d'arriver en chimio, mais en général quand arrivait le repas, j'avais déjà souvent des effets secondaires qui étaient là et du coup j'arrivais pas forcément à manger. Mais par contre quand je rentrais, j'avais envie de manger des coquillettes avec un peu de Maggi, ça passait très bien. Voilà, et puis j'allais dès que je pouvais, en fait, c'était ma petite promenade du jour. Voilà, je me rendais en fait à la poissonnerie et puis du coup la poissonnière, c'est vrai qu'elle me elle me voyait tout le temps venir et me demandait comment ça allait. Je dis voilà, alors quel est le poisson le plus frais? Et donc du coup voilà, je m'alimentais beaucoup de poissons, voilà. Oui, je reviens rapidement à toi, Yuri. Bien que tu aies eu des difficultés à t'alimenter, est-ce que tu avais quand même des envies? C'est-à-dire que moi, j'avais des difficultés à m'alimenter qui étaient propres à moi et propres à mes effets secondaires. Donc ça, c'est vraiment, comme ça a été dit, très différent en fonction des patients. Et ces effets secondaires ne sont pas tout le temps là. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça arrive quand même. Et à ce moment-là, en général, on a faim. On a faim parce que ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas mangé, le corps a besoin d'énergie. Et ça m'est arrivé, je m'en souviens bien, à plusieurs reprises, d'avoir une très forte envie de manger un aliment. Donc le plus souvent, c'était des fast-food. Et donc, je me souviens avoir dérangé plusieurs fois mon papa qui quittait l'hôpital, qui allait au fast-food me chercher mon burger, qui me le ramenait. Et le temps qu'il arrive, c'était terminé. Les effets secondaires étaient déjà là, ou même si c'était pas revenu, à l'odeur du burger, impossible de le manger. Bon, du coup, lui, il le mangeait à ma place. Mais ouais, ça m'arrivait d'avoir des envies. Ouais. Oui, Isabelle, le corps donne des signes. C'est ça. En fait, il l'a très bien décrit, c'est que dès que ça va un peu mieux, le corps, lui, sait qu'il manque de tout. Donc, il hurle pour qu'on lui donne des nutriments. Et le problème, c'est que la fenêtre est pas grande. C'est pour ça que si on peut, et qu'on est à la maison, l'idéal, c'est de préparer des choses les jours où on n'est pas trop fatigué par la chimio, d'avoir des portions déjà de plein de choses différentes dans le frigidaire ou dans le congélateur, et quand l'envie monte, de pouvoir ouvrir, prendre, manger. Parce qu'en fait, le temps est pas grand. C'est pas à ce moment-là qu'il faut commencer à préparer quelque chose. Donc d'ailleurs, moi je dis toujours, si l'entourage veut faire des choses pour vous, ils ont qu'à faire des préparations que vous pouvez conserver. Nous, on fait des ateliers cuisine avec la Ligue, on fonctionne exactement là-dessus, sur des préparations très digestes, légères, qu'on peut faire d'avance, portionner, mettre dans le frigidaire, congeler, de manière à avoir tout sous la main quand ça arrive. Pour pouvoir se servir. Et là, bien sûr, clairement, son corps, il voulait des protéines. C'est central et c'est ça qui manquait en tout premier lieu. Et j'en profite quand même pour dire attention, parce qu'on a souvent le réflexe dans ces moments-là de vouloir manger quelque chose qu'on aime beaucoup. Faites attention quand vous avez beaucoup d'effets secondaires et qu'à un moment donné, vous avez envie de quelque chose. On peut facilement se dégoûter d'un aliment qu'on aime beaucoup. Donc nous, les diètes, on dit, l'élan de l'entourage est de faire le repas qu'on préfère. Et nous, les diètes, on dit toujours attention à pas vous dégoûter de votre repas préféré ou de votre aliment confort, parce que si vous le prenez et que vous avez des nausées, vous l'aimerez plus après. Et ça, c'est un souci que j'ai eu. Donc je pense que ça, il y a eu plusieurs éléments qui sont entrés en jeu dans ce problème, mais j'adorais le Nutella. Avant le traitement, j'adorais le Nutella et je voulais absolument en manger quand j'étais sous traitement, sauf que entre le goût modifié de l'aliment et les nausées, aujourd'hui pour moi c'est impossible d'en manger. C'est totalement terminé. Et moi alors c'est pas une mauvaise chose sur le Nutella. Oui, c'est vrai. Et moi je rebond là-dessus. Pareil avec le chocolat chaud, j'ai pu oser en reprendre. Et donc après, suite à mon opération, donc j'ai pu recommencer à remanger dessous. Et c'est vrai que j'avais même les tomates qui venaient dans la petite barquette de l'hôpital. Même ça me donnait envie. Et même ça, je me suis jetée dessus en fait parce que voilà, j'étais en manque de fruits parce que j'ai toujours une alimentation équilibrée et saine et remplie de fruits et légumes. Et c'est vrai que pour moi, tout arrêter, ça a été dur. Mais malgré tout, je trouvais quand même le plaisir de pouvoir manger du poisson. Et malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai tellement mangé de poisson qu'en fait, du coup, j'en ai de moins en moins envie. Mais voilà, c'est pas pour autant que, voilà, de temps en temps, je me fais quand même plaisir au poisson, mais voilà, c'est moins occasionnel, quoi. Mais c'est bien d'avoir su t'adapter à ce moment-là et de maintenir un taux de protéines, justement. Exactement. Et justement, Gina, est-ce que toi aussi, ton corps, t'avait des envies?
qui étaient bénéfiques pour ton microbiote, pour ton corps? Ah oui, alors moi je sais pas pourquoi, mais j'ai une envie d'ananas après. Et c'est vrai que j'en ai mangé plusieurs. Donc je veux dire un petit peu voilà, de temps en temps, mais à plusieurs reprises. Et c'est vrai que voilà, j'ai jamais vraiment compris pourquoi. Et je me suis dit, en fait, c'est vrai que pendant ma maladie, j'écoutais énormément de mon corps et je me dis, bon voilà, à ce moment-là, mon corps a faim, j'ai faim, mon corps réclame à manger. Et donc du coup, voilà, c'est à ce moment-là que je vais manger. Du coup, si j'avais pas faim, je mangeais pas. Voilà, je m'écoutais vraiment de plus en plus. Et là, tout d'un coup, voilà, par exemple, mon corps m'a dit, voilà, j'ai une envie soudaine d'ananas, de myrtille, d'aliments qui étaient assez on va dire coloré, voilà, et qui moi j'avais l'impression me faisait du bien. Alors moi c'est ce que j'adore dans mon métier, c'est que souvent je peux traduire. Et en fait oui, si tu veux d'abord, le poisson, c'est anti-inflammatoire, l'ananas aussi. L'ananas, c'est un prébiotique, c'est-à-dire qu'il contient une fibre que le microbiote intestinal aime beaucoup. Et ton microbiote, il a souffert parce qu'il a été affamé. Donc, tu as des populations qui ont survécu comme elles ont pu, mais qui avaient besoin de se régénérer. Donc, à mon avis, c'est l'organisme, mais c'est aussi le microbiote qui a beaucoup appelé au secours. Mais en tout cas, tu as cherché les antioxydants, parce que le mot couleur, qui dit couleur dit antioxydant, parce que, sachez-le, d'où l'importance de la diversité des légumes. Je dis ça aux jeunes, surtout parce que l'alimentation est de moins en moins diversifiée. Chaque couleur est un antioxydant. Donc, manger des légumes et des fruits de toutes les couleurs. Donc ça, tu as eu l'air de faire ça très bien, Julie. Oui, tout à fait. Mais à travers vos témoignages, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, le cancer fatigue énormément le corps, mais qu'en même temps, il est difficile de lui donner l'énergie dont il a besoin. Et Isabelle, est-ce que tu peux nous expliquer les risques ? Alors, en fait, le problème, il est là, c'est que le cancer par lui-même consomme de l'énergie. Donc, à partir de ce moment-là, on devrait déjà manger un peu plus qu'avant. Et souvent, on mange moins. Donc, oui, c'est un vrai problème. Alors, il y a des choses où il a des réserves, mais il finit par les épuiser. Et puis surtout, souvent, ce qu'on a du mal à manger et qui est absolument central chez nous, c'est les protéines. Et souvent, il y a un manque de protéines dans l'alimentation. Donc, on perd au fur et à mesure sa masse musculaire. Et on finit dénutri. Alors, quand on est mince à la base, encore ça se voit et tout le monde va avoir un signe d'alerte, les médecins vont s'inquiéter. Mais on peut être dénutri sur le plan protéique et obèse, c'est-à-dire avoir gardé sa masse grasse, mais avoir perdu tous ses muscles. Et là, le corps médical est beaucoup moins alerté. Donc, faut faire très attention parce qu'il y a deux types de dénutrition énergétique et protéique et c'est pas tout à fait la même. Et moi, à la Ligue, ce qui est évident, c'est que je passe mon temps à lutter contre la dénutrition protéique. Parce que justement, on n'a plus envie de manger Alors, toi, tu as eu de la chance, heureusement, tu pouvais manger du poisson. Mais souvent, le problème des odeurs fait qu'on n'a pas envie de viande, pas envie de poisson. Donc, nous, par exemple, à la Ligue, on a beaucoup travaillé les protéines végétales qui peuvent se manger en salade, froide, sans odeur. On a décliné toutes les recettes possibles pour essayer, moi, c'est mon idée fixe, d'amener les nutriments dont le corps a besoin, avant tout les protéines, à un organisme au moment où il en a besoin pour se battre. Et justement, les protéines, c'est ce qui permet de renouveler les tissus. Donc, qui dit opération, dit besoin de cicatrisation. Et c'est les moments où on n'en mange pas assez. Et c'est un vrai souci parce que si on a ce qu'il faut, le corps se débrouille bien mieux. Donc, c'est un des grands soucis avec cette pathologie. Ouais. Oui, parce que forcément, si on n'arrive pas à manger, là, on est bloqué. Voilà. Oui. Et alors, il va puiser un temps dans les réserves, mais c'est pas l'idéal. Et oui, moi, c'est un peu mon idée fixe quand je peux. Et je pense que, on l'entend bien dans vos témoignages. Chacun a essayé de manger ce qu'il pouvait. On se rend bien compte de l'importance de l'alimentation dans l'histoire. Et c'est sûr que si on pouvait lui amener toutes les protéines, toutes les vitamines, minéraux, toute l'énergie, tous les lipides et tous les antioxydants dont il a besoin, ce serait l'optimum pour lutter. Ça serait l'idéal. Oui. Donc, on fait comme on peut. Justement, Gina, donc tu as dû suivre des régimes assez stricts. Est-ce que tu as été accompagnée ? Oui, j'ai plusieurs fois fait appel du coup à des nutritionnistes ou diététiciennes du coup au cours de mon parcours et c'est vrai que même à l'heure d'aujourd'hui, je souhaiterais encore en solliciter une ou plusieurs parce qu'en fait oui, comme j'avais ce régime sans résidus, en fait je voulais parfois varier. Donc certes, quand on fait une coloscopie, on vous donne une liste de différents aliments que vous pouvez manger, pas manger, mais c'est vrai que quand on est là à peu près 6 mois, c'est vrai que c'est long.
Donc du coup, voilà, on essaye de varier. La confiture, on ne peut pas parce qu'il y a des fibres, mais par contre la gelée, c'est possible. Certains jus de fruits, certains il y a de la pulpe, d'autres pas. Il y a des sauces où, la sauce soja, oui, ça va peut-être passer parce qu'il y a pas de résidus. Donc du coup, ou des huiles, il y a des huiles avec des arômes différents, du basilic, du thym, voilà. Donc du coup, je trouvais moi en faisant une petite cuisine à pouvoir varier et tout en restant sans résidus, mais à apporter différents goûts et à suivre une alimentation qui était pas que du riz, des pâtes, du poisson, neutre comme ça. Mais du coup, j'ai essayé au maximum avec les petites épices, les petites sauces, essayer de l'améliorer au mieux que je pouvais, quoi. Mais je vais dire, t'es devenue experte, c'est bien. Tout à fait. Maintenant, si vous avez besoin de conseils et si vous êtes amené à faire une coloscopie, vous devez faire un régime sans résidus, absolument, je peux vous conseiller. Mais par contre, du coup, malheureusement, les diététiciennes, mon compagnon, lui, est africain et du coup, il y a certains aliments, qui sont résidus en poudre et donc parfois, je me posais la question, qui sont très digestes et je me dis, est-ce que je vais pouvoir les manger ou pas parce que ça reste de la poudre. Mais voilà, c'est des questions comme ça que je me posais mais que j'ai pas forcément eu de réponse. Mais du coup, elles ont pu m'amener les différentes sauces, les gelées, les choses comme ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que personnellement, donc moi j'ai pris du poids. J'ai pris au moins une dizaine de kilos suite du coup à la chimiothérapie, à l'opération. Pendant l'opération, j'avais donc une sonde gastrique et moi c'est à ce moment-là j'ai eu l'impression d'être comme une noix, quoi, d'être gavée, quoi, et donc et du coup depuis ce moment-là je n'arrive plus à perdre de poids et c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui je retrouve cette alimentation maintenant variée mais ma prise de poids reste toujours présente. Alors, il faut comprendre aussi le corps qui a manqué, qui a eu peur et qui a quand même l'élan de faire un peu des stocks et des réserves pendant un temps. Et puis, dans ton cas, le microbiote qui a beaucoup souffert parce qu'un régime sans résidus est pensé pour 3 jours avant une coloscopie, normalement, pas pour 6 mois. Donc, il faut un peu de temps pour que les choses se normalisent. Mais ça devrait pouvoir se normaliser. J'en profite pour dire que la Ligue contre le cancer propose des consultations. Donc, n'hésitez pas. Yuri, je me retourne à nouveau vers toi. À la fin des traitements, est-ce que tu as pu remanger comme avant ? Tout de suite après, c'était compliqué parce que, comme dit, j'avais encore donc tous mes goûts qui étaient modifiés. Donc j'ai dû suivre, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais une rééducation de mes papilles gustatives, de mes goûts. Donc j'ai la chance d'avoir ma maman qui est chef cuisinière, donc qui s'est très bien occupée de ça. J'ai toujours eu une alimentation très divers et variée, ce qui a peut-être un peu joué aussi dans ma difficulté à m'alimenter parce que dans ma tête, ouvrir une barquette pour manger, mon corps il se disait que c'était pas normal. Je pense aussi que ça a dû jouer. Mais donc au départ c'était un peu compliqué, mais j'avais de l'appétit, on va dire. Par contre, je garde encore actuellement un peu d'effets secondaires dû à ma chimiothérapie qui a été un peu longue. Et donc là, actuellement, j'ai un ulcère permanent au niveau de l'estomac depuis la fin de la chimio, ce qui fait que j'ai de la production d'acide et de bile en continu dans l'estomac. Donc tous les matins de ma vie, quand je me réveille, je dois aller vomir pour cracher tout ça. Et le problème, c'est que à ce moment-là, du coup, j'ai une forte nausée, donc le matin. Donc j'ai plus de petit déjeuner dans ma vie. Par contre, la nausée peut se dissiper plus ou moins rapidement et il arrive assez fréquemment qu'aux alentours de midi, 13h, elle soit encore présente. Donc là, je peux avoir des difficultés à manger, mais bon, en général, j'essaye de faire attention et de manger un peu plus, soit plus tard ou soit un peu plus le soir. Mais oui, si je fais pas attention, je peux perdre très vite du poids. Et dans le sens inverse aussi, mon corps a été privé pendant une longue période. Donc si je fais pas attention, je peux prendre aussi très vite du poids. Faut vraiment que je fasse attention à avoir un apport calorique dans la moyenne quotidien. Et mis à part le Nutella que tu ne peux plus manger, est-ce qu'il y a d'autres choses aussi où là tu as un blocage, ça passe plus ? Comme dit, il y a beaucoup de goûts qui ont été modifiés par rapport à avant et
et après la chimio. Là, comme ça, de tête, je pourrais te dire que y a un médicament que je devais prendre, donc c'était du phosphore. Donc, en fait, en général, on essaie de passer les médicaments par la perfusion. Mais malheureusement, quand il y en a trop, on peut pas surcharger la perfusion, donc il y en a quand même qu'on doit prendre par voie orale. Et j'avais ce fameux phosphore. Donc c'était un liquide, je pense qu'il devait y avoir 2 ou 3 centilitres, vraiment. C'était pas grand-chose, mais ce produit était, quand j'étais sous chimio dans ma bouche, ultra amer. C'était vraiment une souffrance pour moi de prendre ce produit. Et du coup, j'ai gardé, je pense... un reliquat de cette période-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en incapacité totale de manger un aliment qui est très amer. Ok. Très amer. L'amertume, vraiment, ça me bloque totalement. Mais comme dit, c'est possible que moi, je trouve un aliment amer et que quelqu'un ne le trouvera pas amer. Et t'es plus sensible à ce Mais niveau-là. en général, je suis beaucoup plus sensible à l'amertume. Ouais. Ouais. Et C'est est-ce ça. qu'il y a des textures aussi? Ou non? Il y a des textures aussi, mais là, ce sera plus, je pense, psychologique que gustatif. En fait, il y a, pendant toute cette période où j'avais du mal à manger, on a essayé plusieurs types d'aliments différents, dont les aliments qui étaient déjà écrasés, type purée, soupe. Et du coup, là, je fais un blocage total vers ces aliments-là. Je veux absolument que quand je m'alimente, j'ai de la mâche. Je veux avoir quelque chose à croquer. Je veux utiliser mes dents. Et je me dis que je garde ce type d'aliment si jamais je suis dans un état critique plus tard. Mais là, actuellement, manger ce genre d'aliment, ça me rappelle trop de mauvais Ouais. moments de ma vie. Donc, donc tout ce genre d'aliments, les potages, les purées et tout, j'ai beaucoup de mal. Mais c'est vraiment psychologique, Oui. là. Hein. C'est, voilà. Oui, mais si je peux me permettre, si Adiel peut juste intervenir une seconde, c'est très important parce que nous, on vous appelle les générations le mou, parce que plus personne ne mâche. Donc, entendre un jeune dire qui veut de la mâche aux oreilles d'une diététicienne, c'est magique. Non, mais c'est vrai, hein, vous êtes une génération qui veut plus fatiguer à mâcher et qui mange beaucoup de mou, et c'est vraiment un des grands soucis parce qu'on est fait pour mâcher. Enfin, ça a l'air complètement idiot, mais c'est vrai. Et t'as pas complètement tort quand tu dis les textures modifiées, c'est plutôt plus tard en âge. Donc, moi, je dis, on vit très bien sans purée et sans soupe quand on est jeune. Exactement. Par contre, on ne peut pas vivre sans mâcher. Donc, mâcher, ce qui est écouté. Et les crudités et tout ça permettent ça très bien. Oui. Et Gina, est-ce que toi aussi, il y a des choses qui passent plus... Ah, donc, il y a le chocolat chaud. Oui, Il y a le d'autres choses que chocolat tu chaud. évites? Non, j'ai pas spécialement de... Non. Le gras, peut-être? Ben, en fait, oui, il s'avère que du coup, j'ai été opérée du côlon, mais aussi du foie, et on m'a du coup également enlevé la vésicule biliaire. Bon, un ovaire aussi, mais voilà. Et c'est vrai que donc du coup, on m'a toujours recommandé donc d'éviter de manger des choses qui soient trop grasses en fait, parce que du coup, forcément, comme j'ai plus de vésicule biliaire. La vésicule biliaire, elle permet du coup de la digestion. Et le côlon, du coup, comme il y a un bout en moins aussi, et le foie également, un bout en moins également, du coup, c'est vrai que si je mange quelque chose qui va être très gras, forcément, le foie, ça va être difficile à digérer, mais le foie, du coup, il va travailler plus et je risque aussi d'avoir d'autres douleurs. Donc, pour éviter d'avoir de nouveau des douleurs, il y a certaines choses, oui, par exemple une raclette, une fondue, je vais en manger un tout petit peu, voilà, et puis je vais attendre, et puis voilà, je vais manger quelque chose de différent, puis voilà, et puis peut-être que je pourrai en remanger une demi-heure plus tard. Mais en fait, en mangeant de petit à petit, ça va du coup, je vais pas demander forcément en une seule fois du coup à mon corps de le digérer, mais petit à petit, et ça sera, je pense, sûrement mieux du coup, et facile, et ça va faciliter forcément la digestion. C'est absolument parfait. Oui, dans ton cas, c'est bien d'éviter les repas trop riches. Alors, de toute façon, quand on est jeune, normalement, on peut en faire. C'est bien la période de la vie, on peut les encaisser. Mais c'est pas l'idéal pour le corps, de toute façon. Donc, c'est sûr que vous êtes plus sensible. Et enfin, moi, je suis diète, donc forcément, je veux dire que manger varié, équilibré, léger, c'est mieux. Donc, c'est plutôt bien parce que t'évites les choses trop chargées. Et quand t'as envie de manger quelque chose comme une tarte flambée ou une raclette, faut y aller petit à petit. Oui. C'est tout à fait ce qu'il faut. Oui, et puis mon corps, c'est vrai, n'en réclame pas en fait. Donc, comme je suis très à l'écoute de mon corps,
Ouais, ok, mon compagnon, il va me faire des des bananes, des bananes plantains qui vont être du coup frites et c'est vrai que c'est délicieux et que ben voilà, je vais en manger 2 et peut-être une demi-heure plus tard, je vais de nouveau en manger 2, mais voilà, c'est comme ça que maintenant que je fonctionne. En fait, le fait du coup que je vais de nouveau avoir mal au ventre, ces douleurs vont réapparaître, ça va me rappeler ce que j'ai vécu avant que mon cancer soit diagnostiqué. Et là, c'est vrai que je souffrais énormément. J'avais énormément de crises abdominales, voilà. Et donc c'est vrai que ces moments-là, j'ai plus envie forcément de les vivre. Et donc du coup, je ne me prive pas, je me limite pas, mais j'écoute mon corps. C'est parfait. Et petite question, est-ce que c'est les médecins qui t'ont dit de limiter les aliments gras ou c'est toi qui le ressens? Les médecins, non, j'ai aucune interdiction, même pour l'alcool ou pour, ou l'alimentation, j'ai aucune interdiction, suite à mon opération, et suite à mon cancer aussi, c'est quand même un cancer du côlon. Du coup, je produis beaucoup de polypes, à mon âge, ce qui n'est pas normal. Mais du coup, personne ne m'a dit, il faut, voilà, vous devez strictement interdire ou diminuer ou tel et tel aliment. Non. T'écoutes ton corps. J'écoute mon corps et ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parce que Isabelle, il y a des personnes qui peuvent développer des relations compliquées avec la nourriture. C'est toujours pareil. Quand on a vécu un épisode différent des autres et quelque chose de compliqué, ça change notre rapport. Alors, dans vos 2 cas, c'est super parce que je dirais plutôt que ça vous a donné la fibre diététique nutritionnelle. Enfin, vous faites sans doute plus attention que vous n'auriez fait autrement et vous allez mieux manger et vous allez être plus en forme finalement que vous ne l'auriez été autrement. Donc, c'est plutôt presque le positif dans cette histoire. À l'inverse, ça peut se passer beaucoup plus mal. Enfin, des patients qui ont fait des exclusions, qui osent pas réintroduire, une crainte par rapport aux aliments. Ça, je vois ça souvent à la Ligue. Qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de manger. Et l'alimentation, il y a très peu d'interdits c'est plutôt une question d'équilibre. L'alimentation, on peut manger de tout, mais en quantité raisonnable. C'est toujours une question de quantité et de fréquence. Donc, il faut, moi, souvent, plutôt redétendre les patients et réexpliquer que, en fait, c'est pas un aliment qui déclenche le cancer et que il va. De toute façon, en diététique, de façon générale, ce qui est important, c'est la routine. C'est ce qu'on fait tous les jours. Ce qu'on fait de manière exceptionnelle laisse pas d'impact. Donc, en fait, faut mettre en place une bonne routine. Et puis après, faut désamorcer les peurs sur le reste. Mais, moi, je pense que, dans mon cas, ça a vraiment été très positif parce que du coup, j'ai eu des restrictions, moi, concernant... ça vient de me revenir. Hein, j'ai eu des restrictions concernant mon régime alimentaire. C'est pas vraiment alimentaire, mais c'était une restriction concernant l'eau. J'avais pas le droit de boire plus de 100 millilitres d'eau par heure. Ouais, ça, c'était... Pour éviter que... il me semble que c'était pour ça, pour éviter que le médicament ne s'élimine trop rapidement du sang. Le problème, c'est que quand on nous dit qu'on n'a pas le droit de le faire, les 100 millilitres, c'est quelques gouttes d'eau vraiment dans la tête. Donc depuis, j'ai très mal vécu cette période-là. Et depuis, je pense que vraiment, il n'y a aucune journée de ma vie où je bois moins de 2 litres. Pour moi, l'eau, c'est exceptionnel, vraiment. Mais ça l'est d'ailleurs, c'est juste rare de l'entendre. Non, après, je bois pas que ça. Mais il y a aucune journée où je suis en dessous de 2 litres d'eau. Ça, c'est clair et net. Ça m'a permis de faire... Par contre, il y a peut-être un moment où ça a été négatif, je pense, parce que du coup, j'avais interdiction aussi de boire les sodas à base de cola, parce que c'était des produits qui étaient trop acides. Du coup, à la fin de ma chimiothérapie, je me suis jeté dessus. Et je me suis jeté dessus pendant une longue période, ce qui n'a pas du tout arrangé mon ulcère de l'estomac. J'ai réussi à arrêter tout ça, mais du coup, c'est le petit côté négatif du truc, je pense. Mais oui, en tout cas, on fait beaucoup plus attention à ce qu'on mange, ça c'est clair et net. Moi, à l'heure actuelle, tout ce que je consomme, dans l'intégralité, c'est cuisiné par moi-même. Sinon, j'arrive plus ça tiendra pas dans mon estomac.
Et moi, je te rejoins là-dessus. Moi, j'adore cuisiner, enfin déjà même avant la maladie. Et c'est vrai, s'écouter, voilà, de nos envies. Par exemple, je sais qu'à un moment, j'étais en manque de fer et c'était pas anodin que je me jette sur du boudin ou que je mange, voilà, un steak ou des choses comme ça. Et puis, quand j'en avais parlé à mon médecin, il m'avait dit oui, ben voilà, vous êtes en manque de fer, en anémie, donc c'est tout à fait normal. Et par contre, moi, comme j'avais cette restriction alimentaire, voilà, ce régime sans résidus, j'avais peur de réintégrer petit à petit les différents aliments. J'avais peur du coup oui, d'avoir de nouveau mal au ventre, voilà. Et du coup, à l'hôpital, du coup, j'ai commencé petit à petit. Ils m'ont dit oui, recommencer petit à petit à réintégrer. Voilà, un fruit, et puis un autre jour un autre fruit, puis voilà. Et c'est vrai que j'ai procédé de cette façon-là, et c'est super, quoi. Faut faire du progressif. Et le corps, il comprend vite qu'on le réalimente et il va réclamer, guider. Je prêche pour ma paroisse, mais les diététiciennes, c'est notre métier quand même. J'en profite parce que tout le monde vient nous voir pour le poids, mais j'en profite pour dire quand même que la diététique, c'est adapter l'alimentation aux pathologies et aux soucis du moment. Donc, si vous rencontrez pour un cancer, mais pour une autre raison, ayez le réflexe d'aller voir une diète. Normalement, elle doit pouvoir vous aider, quel que soit le souci, à maintenir un équilibre alimentaire malgré ça. Et on y pense trop peu, à mon goût. Ouais, moi, j'en ai vu une quand j'étais en traitement, donc j'étais à l'hôpital et en fait comme ma chimiothérapie durait 5 heures, du coup il y en avait une qui était venue me voir à l'hôpital, à la Ligue aussi, j'en ai une personne donc j'ai pu avoir au téléphone qui m'a aussi aidée. Je fais des soins intégratifs dans un autre hôpital et pareil, il y en a une qui était là aussi. Et puis maintenant, je pense encore voir une, peut-être vous. Voilà, mais voilà. Mais c'est vrai que ça m'a aidé tout au long en fait de mon parcours. On a des trucs et puis on croise d'autres patients et puis des anecdotes de certains patients peuvent servir à d'autres et puis on est fort. Ça aide beaucoup, quand même. Ça aide beaucoup, ouais, ça nous aide et puis voilà, c'est vrai que vous pouvez nous apporter quelques petites. On essaye, on n'y arrive pas toujours. Mais oui, vous faites ça au mieux. Ne pas hésiter à se faire accompagner. Voilà, l'idée c'est ça, c'est notre métier. D'ailleurs, en fait, je vois tout le monde hésiter entre diététicien et nutritionniste. En fait, nutritionniste c'est un adjectif. Ça veut dire la diététique s'intéresse aux aliments et la nutrition aux nutriments, donc protéines, lipides, glucides. Donc on est soit diététicien nutritionniste parce qu'on est formé à la diététique, soit médecin nutritionniste, mais nutritionniste tout seul n'existe pas en tant que tel, en tout cas pas à aller voir en libéral. Okay. Donc, vous, demain, vous pouvez mettre une plaque nutritionniste devant votre porte si vous en avez envie. Donc, c'est juste pour expliquer un peu la différence. Voilà. Et nous, notre métier, c'est vraiment ça, c'est d'essayer d'adapter et d'accompagner. Et comment ça se passait avec tes proches, Gina? Parce que donc, tu as dû suivre, on l'a répété, mais un régime assez strict. Est-ce que tes proches s'adaptaient? Oui, mes proches essayaient au mieux, en fait, de s'adapter à chaque fois que je venais. Bon, j'ai déjà des allergies alimentaires, mais qui sont pas fréquentes, la pomme et la carotte, mais du coup elles essayaient déjà de faire des efforts par rapport à ça. Mais en plus de ça, alors soit du coup quand je suis partie dans le sud de ma France rejoindre ma famille du coup et donc ma famille s'est adaptée, donc soit elle mangeait la même chose que moi, donc on faisait par exemple des pommes de terre au four avec un poisson et du coup on mangeait tous ensemble la même chose, soit elle mangeait quelque chose d'accompagner peut-être ça avec une salade ou autre, ou peut-être un morceau de fromage, voilà. Et moi, je mangeais pas ces aliments-là, mais puisque j'avais ce régime sans résidus, mais en général, elles s'adaptaient. Ou par exemple, en chimiothérapie, moi, j'aimais beaucoup accueillir mes amis à la maison. Et c'est vrai que du coup, elles, en général, elles ramenaient leur petit tupperware, puisqu'elles venaient à leur pause de midi, par exemple. Et du coup, elles ramenaient leur petit tupperware. Et c'est des choses qu'on a continué à faire. Et donc, soit je cuisine pour elles, soit du coup, elles ramènent ce qu'elles ont envie de manger. Et puis, voilà. Mais en fait, le but, c'était de partager un moment ensemble, peu importe ce qu'on mangeait en fait. Les soirées tup. Oui, c'est très bien. Voilà, oui. Et juste si je peux rajouter quelque chose, parce qu'on parle beaucoup d'envie. En fait, c'est une pathologie où il faut oublier les horaires de repas aussi. Alors, c'est bien pour les partager, ça c'est une très bonne idée. Mais sinon, il ne faut pas hésiter à fractionner, c'est-à-dire faire beaucoup de petites prises alimentaires, peu importe l'heure. Enfin, vous avez faim, vous mangez, point. Il ne faut pas se poser de questions. Mais j'avais juste une petite question. J'ai entendu plusieurs fois des patients me dire que ils avaient trouvé sur Internet, parce que
ce qui me semble un peu bizarre quand même, mais je sais pas, peut-être que c'est moi qui me trompe, qu'ils devaient arrêter de manger du sucre parce que le sucre nourrissait leur cancer. Ah, ça, on l'entend tout le temps. Sauf que, pour moi, ça me semble un peu contre-intuitif parce que Tout le monde prend du glucose. un organisme a besoin de sucre et peu importe l'aliment, on est bien... Ouais. C'est exactement ça. Donc c'est un mythe, c'est... Non, les gens, en fait... parce que les gens confondent. En fait, déjà, ils confondent féculents et sucre. Ok. Et puis, oui, ça court. Donc, alors c'est vrai que la cellule cancéreuse, on peut pas. Enfin, c'est une cellule qui va consommer du glucose. On peut pas dire le contraire. Oui, mais pas que. Mais pas que. Et puis nos cellules à nous aussi. Donc moi, je réponds toujours. On peut pas affamer le cancer sans s'affamer soi-même. Donc ça n'a pas de sens. En revanche, là où moi je suis assez d'accord, c'est je pense que les sucres industriels. Raffinés sont plus facilement détournés. J'avais vu une fois une expérience du genre. Ça demanderait de confirmer, mais je pense que c'est assez juste. Et de toute façon, c'est des sucres qui sont pas bons pour nous. Donc tout ce qui est les dextrines, les maltodextroses, les sirops de glucose, les sirops de fructose, tout ça, moi je recommande aux patients d'éviter, d'utiliser des sucres naturels, miel, sucre complet, sirop d'agave, sirop d'érable, et puis le féculent, il reste indispensable. On peut pas vivre sans glucose, donc sans sucre. Moi, ça m'interpelle aussi parce qu'on me l'a souvent répété, surtout de ne pas manger de sucre, éviter le sucre, etc. J'ai toujours eu, depuis que je suis née, en fait, j'ai vécu dans l'agriculture biologique pendant 17 ans. Mes parents avaient une exploitation agricole, ils faisaient du fromage de chèvre. Donc, moi, dans mon congélateur, je n'ai aucun plat qui est préparé. Je n'ai aucun plat surgelé, je n'ai jamais, parce que moi j'adore cuisiner, donc je fais tout moi-même, tout ce que je peux, au maximum, quoi. Et pareil, donc on me répète que l'alimentation, que le cancer du côlon viendrait de l'alimentation, mais moi je me pose encore cette question-là, et de toute façon je ne trouverai jamais cette réponse-là, d'où vient ce cancer-là, mais pour moi en fait, je pense pas, Alors, si je peux me permettre, il vient pas de l'alimentation. Hein. Alors, une alimentation déséquilibrée aide pas, mais tout ce de ce qu'on en sait aujourd'hui, et c'est l'Institut Pasteur de Lille qui a fait une grande étude là-dessus, c'est un problème de microbiote à la base. Et moi, j'ai une alimentation qui a été toujours variée, et encore à l'heure d'aujourd'hui. Et ok, certes, j'ai dû arrêter cette alimentation variée parce que j'avais un risque d'occlusion, et si je faisais pas ça, j'allais avoir une autre opération. Mais je veux dire... malgré tout, j'ai quand même un cancer du côlon avec une métastase. Donc, c'est vrai que... Le cancer est une maladie profondément injuste où les causes sont multiples, plurifactorielles, et il n'y a pas de règles. Et en fait, je rencontre souvent à la Ligue des patients qui faisaient très attention à leur alimentation. En fait, plutôt plus que dans le reste de la population. Et ça les interpelle toujours parce qu'on a l'impression d'avoir fait bien et d'avoir quand même un cancer. Et moi, je leur réponds souvent, il serait peut-être venu plus vite si vous n'aviez pas mangé aussi bien. C'est-à-dire que je pense que ce sont des personnes qui ont une fragilité génétique à la base, que l'environnement va jouer comme facteur et qu'elles l'ont senti. Notre corps, notre cerveau, c'est tout. Hein. Donc je pense que le cerveau connaît cette fragilité et encourage à prendre soin et d'équilibrer. Et moi, je dis souvent, je pense que ça a été un moyen de le retarder et d'arriver en forme pour lutter. Ce qui n'aurait pas été le cas si vous n'aviez pas fait attention. Donc, c'est sûrement pas la bonne alimentation qui l'a déclenché. Je pense plutôt qu'elle a que c'est un réflexe protecteur qu'on a eu en amont et qui a permis d'arriver avec des forces. Et moi, je le prends comme ça. Heureusement pour vous deux, c'est derrière vous, même s'il y a encore des séquelles, évidemment. Mais vous avez terminé les traitements. Et est-ce que vous avez un message pour terminer ce podcast, un message à faire passer à ceux qui nous écoutent ? Gina, si tu veux commencer. Alors moi, je suis pour de manger de tout, de manger varié et surtout d'écouter son corps parce que vraiment, il véhicule de très beaux messages et je pense qu'il faut suivre ses envies. Yuri ? C'est à peu près ce qui vient d'être dit, mais je voudrais juste rajouter de faire très attention à ce qu'on mange, de la provenance de ce qu'on mange et d'essayer au maximum de cuisiner soi-même. Parce que, c'est important de rappeler que on est ce que l'on mange. C'est-à-dire que c'est clairement, littéralement, c'est les molécules des aliments qu'on mange qui vont forger notre corps. Donc, si on mange des trucs pas très bons à la base, on peut pas s'attendre à être en grande forme.
Et Isabelle? Alors déjà merci pour ce que vous venez de dire tous les deux parce que j'adhère, mais alors complètement. Moi je suis devenue diététicienne à 40 ans par passion parce que je suis convaincue de ça. Je pense que la qualité nutritionnelle est fondamentale et c'est un des grands soucis actuels, surtout avec les jeunes générations. Écouter son corps, moi je dis souvent à mes patients, le corps il parle, ce qu'il y a c'est qu'on n'a pas appris à l'écouter. Donc oui, alors attention sur le sucre quand même, je dis toujours à mes patients, écoutez-le sauf sur le sucre. Et le sucre, je vais peut-être terminer un peu là-dessus. Le problème de l'époque actuelle, c'est qu'on s'est mis à en manger trop. Donc on a beaucoup de gens qui sont addicts. D'abord parce qu'il y en a partout, et puis les industriels font tout pour aussi en mettant absolument partout. Donc à ce niveau-là, il y a un problème. Mais sinon, le sucre, ça a toujours été un aliment plaisir, et on mange parce qu'on a des besoins, parce qu'il faut couvrir l'organisme, mais on mange aussi pour le plaisir, et je vais peut-être finir quand même là-dessus. Le but de tout ça, c'est qu'il faut quand même que ce soit bon, et il faut se faire plaisir en mangeant. Donc, on peut manger varié, équilibré et bon. Voilà. Exactement. Merci Isabelle, merci à tous les deux aussi. Parce que c'est vrai que ce qu'on a vu à travers cet épisode, c'est que l'alimentation pendant un cancer, ça devient bien plus qu'un besoin. Ça peut devenir même un défi. Et comme tu l'as très bien dit Isabelle, au comité du Bas-Rhin d'Ali contre le cancer, on propose plusieurs services, que ce soit des séances diététiques individuelles ou des ateliers culinaires en collectif avec un chef étoilé. Exactement. Et je le répète, mais chacun vit la maladie différemment et il n'existe pas une bonne façon de manger. Donc écoutez vos envies et écoutez votre corps. Merci à tous les trois pour ce moment de partage. Merci Amélie. Merci Très à toi. intéressant. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve une prochaine fois. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, aidez-nous à le faire connaître en parlant et en le partageant autour de vous. Retrouvez toutes les actions menées par le comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer sur nos réseaux sociaux et sur notre site ligue-cancer.net. Toutes nos activités et services sont gratuits. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Créée en 1918, la Ligue contre le cancer est la seule association qui se bat sur tous les fronts de la maladie. À bientôt pour un prochain épisode.